Bonjour, bonsoir. Donc, Séverine Coulon, je suis comédienne, metteur en scène et marionnettiste. Voilà, je fais ce métier-là depuis pas mal d'années. Je suis aussi artiste associée à une compagnie qui s'appelle le Bouffou Théâtre en Bretagne, dans le Morbihan. Et donc, je joue depuis la semaine dernière Fille et Soi, le spectacle dont vous voyez le décor ici. Donc, c'est un spectacle tout public à partir de 5 ans. Et on a créé ce spectacle au mois d'octobre dernier. Voilà, donc il est tout nouveau. Donc, je joue et je suis aussi metteur en scène du spectacle. Donc, ce spectacle s'est inspiré fortement de l'album de Louise Dunton, donc Les Trois Contes, que j'ai découvert. Et voilà, j'ai eu envie de créer, de monter, de l'adapter en fait et de monter un spectacle. C'est un spectacle féministe. Et l'idée de départ, c'était, je ne sais pas si on en est déjà à raconter tout ça. L'idée de départ, c'est vraiment l'album de Louise. Elle a adapté elle-même 3 contes, Blanche-Neige, La Petite Sirène, et au début on parlait de Peau d'âne. Voilà, après ça a légèrement changé, mais elle a adapté ces 3 contes et moi j'ai été séduite par les images qui étaient très scénographiées, qui me rappelaient la scène et le théâtre. Et en marionnette et en théâtre d'objets, on travaille beaucoup sur les images. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup comme ça dans mon esprit à l'aide d'images. Et puis, c'était toujours le point de vue de 2 personnages et notamment de 2 femmes. Par exemple, dans Blanche-Neige, c'est le point de vue de la belle-mère qui supporte mal la vieillesse, qui est addicte à son miroir et qui tombe la tête dans son miroir et qui a du mal à s'en détacher. Et voilà, donc les fins sont légèrement adaptées et modifiées. Dans le Blanche-Neige de Louise, on voit qu'elle, à la fin du conte, Blanche-Neige, elle aussi vieillit et elle aussi demande en permanence à son miroir, miroir, mon beau miroir, quelle est de toutes la plus belle. Donc la boucle continue et les femmes en permanence se demandent si elles sont plus belles que leurs filles, etc. Et donc je ne vais pas raconter tout l'album de Louise, que je lui rends tout, tout ce qu'il y a à dire. Mais voilà, j'étais super séduite par ça. Et puis j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais envie de porter un projet seul. Et voilà, donc l'idée du départ, c'est de parler aux petites filles de 5 ans de parler aux petites filles de 5 ans et que les garçons assis à côté leur écoutent aussi. Et peut-être parler d'une expérience un peu personnelle, d'une expérience de femme et avoir la folie et l'utopie de se dire peut-être qu'en leur racontant ça dès 5 ans et pour les enfants et les jeunes filles et le jeune public et les jeunes garçons plus âgés aussi, peut-être que je leur ferai gagner un peu de temps. Peut-être qu'elles vont se dire je vais pas faire cette bêtise là parce qu'à 40 ans on se dit mince, ça y est, ça va mieux, mais comme voilà, j'ai mis du temps quoi. Voilà, bon, j'ai l'impression que certaines savent de quoi on parle. Donc voilà, j'avais cette envie un peu folle et puis après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de matière. La petite sirène qui échange sa belle queue de poisson, qui souffre le martyre pour enfiler des jambes, donc qui s'épile les écailles, et tout ça pour rien parce qu'à la fin il part avec une autre. Et donc voilà, donc j'ai trouvé énormément de matière et voilà, on s'est super amusé là-dedans. Il s'est trouvé aussi que j'ai travaillé beaucoup avec des femmes. Je pense que j'avais besoin de ça à un moment où j'ai beaucoup travaillé avec des hommes en tant que metteur en scène qui me dirigeaient en tant que comédienne. J'avais besoin peut-être de m'émanciper moi aussi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai rencontré Louise pour lui demander son accord. Et puis on s'est très bien entendu et j'ai décidé de la faire qu'elle vienne travailler pendant la création au plateau, notamment pour me donner au début des conseils sur l'encre, parce que vous voyez, il y a une partie, la face blanche que vous voyez là est peinte pendant le spectacle en direct, etc. En gros, plus ou moins, il y a un conte ou une histoire par face. Le décor, je suis à l'intérieur du carcan, ce que j'appelle ce carcan. Le décor tourne autour de moi. Et donc pour finir, donc c'était une super rencontre avec Louise. On a travaillé ensemble, discuté.
bricoler des marionnettes en soie pour parler de soi. Et en écoutant la radio et en parlant des femmes. Et aussi, c'est elle qui m'a parlé du livre Beauté fatale de Mona Chollet. Et ça a été le livre de chevet de la création. Voilà, je l'avais toujours avec moi. Et puis, on a passé notre temps à l'offrir aux copines ou aux autres artistes qui venaient travailler. Et voilà tout le lien qui s'est fait autour de cette création depuis 2 ans. Voilà, je le joue ici jusqu'à dimanche prochain. Non, il reste de la place. Je le joue en scolaire et en tout public. Et c'est super chouette de venir le voir en scolaire aussi, avec 100-110 enfants qui réagissent différemment que les adultes. Et voilà, je pourrais vous en parler le plus longuement, mais je pense que c'est le moment que les filles se présentent. Bonsoir. Ben voilà, moi j'ai fait ça. J'explique le projet un peu. Enfin, en fait, à la base, c'est mon projet de diplôme. J'avais écrit 2 contes que j'avais illustrés. J'avais pas terminé le 3e. Et c'est important aussi par rapport à notre travail en commun. Parce que Séverine donc a découvert les 2 premiers contes et les images. Et le 3e était écrit, mais pas fini d'illustrer. Et ce qui est assez joli quand même, c'est que en fait, le 3e conte, je l'ai réécrit et illustré en même temps qu'on travaillait ensemble. Du coup, il y a quand même aussi un aller-retour par rapport à l'album. Enfin, moi, je me suis aussi nourrie de ce qu'on a fait ensemble pour terminer mon projet, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, en fait, j'ai choisi de faire des réécritures de contes parce que ce qui m'a semblé intéressant, c'est de partir d'histoires connues de tous, enfin de contes traditionnels qui font partie de la culture populaire occidentale, du moins. Et donc de réécrire ces petites histoires, ça permettait aussi de faire voir la marge entre l'histoire originale et ce que j'ai réécrit. C'est-à-dire, si j'avais réécrit juste une histoire autour de la vieillesse, etc., il n'y aurait pas eu ce décalage. En fait, la surprise, les petites surprises des fins qui sont réécrites sont dues à ce qu'on connaît l'histoire originale, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'explique très bien. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi avec les enfants, c'est de voir les différences qu'il y a entre le conte original et ce que j'ai réécrit. Et ça donne en fait... ça donne des pistes de discussion sur ce qu'on leur raconte traditionnellement, la place des princesses dans les contes, l'héroïne, tout ça. Et finalement, ce qu'il est possible de raconter aussi d'autres, comment transformer aussi les histoires traditionnelles qu'on nous raconte. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, non, voilà. Je sais pas. Après, tu fais pas que des albums jeunesse. Ah oui, oui, je fais aussi des dessins plus pour adultes. Et ah oui, si, ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé à travailler. Enfin, en fait, ce projet, je l'ai commencé du coup il y a presque 5 ans, enfin 6 ans presque. Et en fait, à l'époque, je pense que j'ai fait ça un peu intuitivement, sans vraiment. Enfin, j'étais pas tellement concernée. Enfin, c'était un peu sous-jacent dans ma tête, la question du féminisme et tout ça. Et en fait, depuis le temps, ça se construit aussi beaucoup la réflexion autour de ça, le fait d'avoir lu donc le livre de Mona Chollet, Beauté fatale, il y a 3 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est je trouve, ouvrir les yeux sur des... du coup, je vais parler de Beauté fatale, c'est plus facile. Non, mais en fait, moi, ça m'a passionnée parce que c'est des choses dont on a conscience sans vraiment les analyser. Et d'un seul coup, ça donne... C'est comme si ça réveille un peu, en fait, sur un état de fait qu'on n'a pas forcément l'occasion d'analyser parce que voilà, c'est l'état de fait dans lequel on est. Enfin bon, bref. Et c'est passionnant
de déconstruire, enfin en tout cas de se questionner là-dessus, et de plus en plus dans mon travail aussi personnel, dans le sens où c'est pas des albums jeunesse, c'est des dessins pour exposer. Je m'intéresse aussi à la représentation du corps d'un point de vue assez engagé. Enfin, j'essaye. Voilà. Donc moi j'ai fait ça là. Donc c'est un livre qui a 5 ans maintenant. Et au départ, en fait c'est un sujet sur lequel j'avais envie de travailler depuis assez longtemps, qui me poursuivait. Et je trouvais que qu'en tant que femme, on était assez seule face à ces questions-là finalement. C'est-à-dire que la beauté, c'est quelque chose qui pèse sur toutes les petites filles, les adolescentes, les femmes, et on a très peu de relais, de réflexion et de. Ouais, je vais quand même surtout essayer de me concentrer sur ce que je dis, mais. C'est un sujet assez compliqué, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le traiter d'une façon trop univoque ou voilà, parce que je crois que beaucoup de femmes sont très ambivalente avant tout sur la beauté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est le souci de l'apparence, le souci de se présenter de manière élégante aux autres, de se préoccuper de la façon dont on apparaît aux autres. C'est quelque chose qui a été complètement délégué aux femmes en fait, c'est-à-dire que les hommes globalement s'en soucient beaucoup moins, ils sont beaucoup moins conditionnés pour s'en soucier. Et je pense que fondamentalement c'est quelque chose, dans l'absolu c'est quelque chose qui peut être qui se défend en fait, qui a son charme, qui peut être une forme de qui peut être ludique, qui peut être agréable, qui peut voilà, être joyeux. Enfin, ça peut avoir plein d'aspects très positifs. Mais le problème survient, je pense, quand c'est uniquement le souci des femmes et quand les femmes sont enfermées dans ce rôle-là, c'est-à-dire quand finalement elles se rendent compte que quoi qu'elles fassent dans la vie, elles doivent être avant tout décoratives. Dans le livre, j'ai cité notamment une top modèle des années 80 qui disait qu'au bout de quelques années, elle en avait vraiment marre de ce métier et qu'elle avait pensé à arrêter, mais en fait, elle avait continué parce qu'elle gagnait tellement d'argent et c'était irrésistible. Et elle disait, ma sœur avait fait, je sais pas combien d'années d'études pour devenir chirurgienne. C'était une neurochirurgienne hyper douée. Mais elle gagnerait jamais, et de très loin, jamais autant d'argent que moi. Donc je trouve que c'est assez symbolique finalement cette image d'une femme, l'idée qu'en tant que femme, on ne pourra jamais être payée autant pour quoi que ce soit que pour être belle en fait. Et on est évidemment toujours ramené à son apparence, quoi qu'on fasse, et voilà, on est un peu enfermé dans ce rôle-là. Encore hier, je lisais un portrait dans un journal d'une jeune femme qui dirige un festival et à la deuxième ligne, il était précisé qu'elle était jolie. Donc, et à la fin du premier paragraphe, il était question de ses enfants. Enfin, on sent que très vite, il y a une espèce d'anxiété quand on parle d'une femme, c'est-à-dire que si succès professionnel, si importants soient-ils, ne peuvent pas suffire, il faudra toujours se soucier de son apparence, de la façon dont elle est inscrite dans un cercle familial, dont elle est un satellite d'un homme et d'un ou plusieurs enfants. C'est toujours très difficile d'exister en tant qu'individu pour ses compétences et, voilà, et en dehors de ses rôles traditionnels. Donc il y a ça, il y a cet enfermement, et puis après, il y a aussi l'enfermement dans une définition de la beauté qui est très étroite en fait. C'est-à-dire que il y a des critères extrêmement précis. Il faut pas juste être belle, il faut être belle d'une certaine manière. Donc, il faut être mince, de préférence blonde. Il faut être jeune. Alors ça, il faut absolument être jeune. Si vous ne pensez même pas à vieillir, c'est pas la peine, quoi. C'est juste, voilà. C'est toi qui disais ça l'autre jour, que c'était vraiment juste. C'est même pas que c'est mal, c'est que c'est pas envisageable. Sinon, tu te fais la tête dans ton miroir. Ouais, voilà, comme la belle-mère de Blanche-Neige. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez beau, je trouve, dans l'album de Louise, parce qu'il y a cette image de Blanche-Neige qui repêche la belle-mère dans le ruisseau où elle est tombée de désespoir. Et c'est vrai que la solidarité féminine aussi par rapport à ces questions-là est quelque chose qui est... Enfin, il y a vraiment toute une sorte de système pour mettre en compétition les femmes avec les unes avec les autres.
Et c'est assez beau, je trouve, de se rendre compte qu'en réalité, il peut y avoir de la solidarité face à ces injonctions et face à la mise en concurrence généralisée des femmes, en fait. Et puis peut-être, oui, dernière chose, avant, pour qu'on ait quelques éléments pour discuter, mais quand j'ai écrit Beauté Fatale, il me semblait aussi important de montrer que derrière tout ça, évidemment, il y a une industrie, et une industrie qui est, je crois, profondément misogyne, en fait. C'est-à-dire que moi, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'attaquer à ce sujet, c'est que j'ai eu l'impression de sentir très jeune. En fait, quand j'étais ado, j'étais complètement fascinée par les magazines féminins. Je sais pas, il y avait une espèce de rapport d'amour-haine qui s'est instauré où je les dévorais tous et en même temps, je trouvais ça horrible. Et je pense que c'est des images c'est une misogynie extrêmement pernicieuse parce qu'elle joue sur le côté ludique dont je parlais tout à l'heure, sur le côté sensuel, le côté agréable et joyeux. Et en même temps, elle distille des messages qui sont, je pense, qui font énormément de mal. C'est-à-dire que d'abord, il y a cette obsession, cette anxiété permanente parce qu'on n'est jamais assez bien. Donc, il faut toujours acheter des nouveaux produits, des nouveaux instruments qui vont nous permettre d'être enfin acceptables, enfin belles. Voilà. C'est une espèce de quête infinie. On est toujours mal dans sa peau. Il y a toute une industrie qui a intérêt à ce qu'on soit mal dans sa peau parce que le jour où on arrête d'être mal dans sa peau, on n'achète quasiment plus rien. Une petite crème hydratante de temps en temps et puis voilà, c'est réglé. Donc il y a ça et puis il y a la mise en circulation d'images aussi qui sont complètement. On est aujourd'hui environné d'images de corps. On voit beaucoup plus de corps artificiels que de corps réels dans notre vie, à part notre propre corps. Et du coup, on est renvoyé à l'anormalité de notre propre corps parce qu'on a l'impression que comparé aux images complètement artificielles qu'on voit dans les magazines, dans la pub, à la télé, vraiment absolument partout. C'est des corps complètement retravaillés, à toutes les étapes. C'est-à-dire, c'est à la fois des individus qui sont sélectionnés au départ pour certaines caractéristiques, qui ont une pratique alimentaire, sportive un peu particulière. Souvent, les mannequins, le régime alimentaire des mannequins, c'est peut-être pas non plus absolument idéal. Il y a les retouches photos, il y a la mise en scène des photos. Il y a diverses étapes comme ça qui aboutissent à fabriquer ces images qui ensuite vont probablement tétaniser des millions de femmes. Parce que c'est... Il y a la minceur extrême, il y a l'aspect de la peau aussi qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est-à-dire une peau, on a l'impression que quand on regarde ces corps qu'ils sont en plastique et que soi-même on devrait être en plastique, c'est-à-dire le simple fait d'être fait de chair, c'est déjà un problème. Donc évidemment, ça place la barre assez haut pour... Donc voilà, je pense qu'il y a Je suis un peu perplexe aujourd'hui quand je vois la mode qui se prétend féministe. Il y a eu tout récemment plein d'images du défilé Dior où la créatrice de Dior avait repris le slogan de l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Nous devrions tous être féministes. Et je sais pas, quand je vois ça sur un mannequin dans un défilé, ça me paraît totalement, totalement absurde en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment il y a quelque chose de. On pourrait parler du racisme aussi parce que évidemment la femme idéale est blanche évidemment. Et quand les magazines de mode font des numéros spécial diversité, en général, c'est juste à mourir de rire parce que en général, on n'échappe jamais à la mannequin blonde grimée en geisha ou en voilà. Il y a quelques images de mannequins noirs dans des poses de panthères avec des espèces de peaux, des trucs, des bijoux ethniques énormes. C'est toujours une catastrophe. On se dit qu'il ferait mieux juste de nous mettre des blondes partout et que ce serait, voilà, au moins il n'y aurait pas de, les choses seraient beaucoup plus claires. Voilà, je sais pas, peut-être qu'à partir de là, on peut déjà. Peut-être juste encore un truc sur la jeunesse, sur le fait de quand tu disais que tu voulais t'adresser aux petites filles. Et c'est vrai que je pense, moi évidemment, j'ai pas cette chance-là parce que je sais que ce livre a été lu par des adolescentes, donc ça me fait très plaisir, mais les petites filles, je peux pas les toucher. Et c'est vrai que je pense que ça commence à un âge assez précoce, et j'en avais un peu parlé dans le livre, le fait que certains instituts disaient qu'à la cantine, les petites filles laissent le pain aux garçons parce qu'elles ont peur de grossir. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui... et puis, simplement, il suffit de s'observer soi-même face à une petite fille.
on va lui dire oh qu'est-ce que t'es jolie, alors que bon on dira jamais à un petit garçon enfin si on peut lui dire qu'il est mignon, mais il y a quand même moins d'insistance sur l'aspect mignon et voilà. Voilà. Peut-être qu'on va partir de là. Moi, je voulais dire un truc, Nico. C'est que je trouve que c'est très important aussi parce que moi, j'ai l'impression justement d'avoir appartenu à une génération où on est né déjà avec des privilèges un peu. Et donc, quelque part, on n'avait rien à dire parce que bon, ça va quoi. Enfin, je veux dire que adolescente, moi, féministe, c'était vraiment un gros mot un peu quoi. Enfin, c'était quand même un truc, fallait pas trop. Et je trouve que c'est super important de reparler de tout ça en ce moment parce que ça va pas du tout en s'arrangeant et que quelque part, on nous a un peu endormis, moi j'ai l'impression. Et donc. Et c'est pour ça, je trouve que le livre de Beauté fatale est vraiment important parce qu'il s'adresse, enfin moi je trouve qu'il s'adresse aux adolescentes, mais même aux jeunes filles pour réveiller, comme je disais tout à l'heure, un état de fait qui est très important de prendre en compte en grandissant en fait. Et on nous a pas trop, enfin je trouve que nous on a été une génération où on nous a dit que finalement maintenant on avait les mêmes droits et que il fallait pas trop que c'était ringard de la ramener quoi. Et ouais voilà. Non mais donc c'est bien de reparler tout ça et puis surtout comme maintenant c'est super à la mode d'être féministe et tout avec la pop culture ce qui est pas, enfin j'ai pas d'avis sur la question, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que en tout cas c'est important de parler de tout ça au-delà juste du message parce que enfin c'est ce qui est écrit dans le livre aussi, c'est que le message est extrêmement dénaturé, enfin vidé de son sens par aussi la machine capitaliste. Voilà.